capitale du Congo libre, un Congolais parle aux Congolais, Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Soirée spéciale où, en lieu et place du traditionnel message à la nation que j'ai pris l'habitude d'adresser le soir de la Saint-Sylvestre, j'ai cru bon innover pour ne pas trop faire pareillement que le tristement célèbre Sassou Denis Mathurin. Eh bien, en ce 31 décembre 2022, j'ai l'honneur et me fait le devoir de partager avec vous la quintessence de ce qui avait été dit, déclaré lors des auditions à la commission assassinat de la Conférence nationale souveraine de 1991 en République du Congo. Ces belles feuilles, triées sur le volet, si je puis m'exprimer ainsi, ont été tirées d'un ouvrage intitulé « Crime de sang et pouvoir au Congo-Brazzaville » dont l'auteur est le défunt bien-aimé Albert Roger Massima. Attachez vos ceintures, peuple congolais civilisé. C'est du lourd, du très lourd. Et avec votre permission, je vais me permettre de prendre un petit verre d'eau pour mieux se concentrer. Il est 16 heures. Le crime consommé, le commandant Sassou, ministre de la Défense et de la Sécurité, que l'on n'a pas vu accourir à l'état-major après la fusillade pour constater l'état des lieux, encore moins à l'hôpital militaire où avait été conduit son frère Ngwabi, arrive enfin à son bureau escorté par un groupe de Cubains et appelle le chef de l'état-major général. Feignant l'ignorance, notre Judas s'enquiert de la situation. Monsieur le ministre, répond Golo, vers 14h30, un commando se serait introduit dans la résidence présidentielle et aurait abattu le chef de l'État. 4 corps y ont été retrouvés, dont 2 du commando, non encore identifiés, et 2 jeunes de la garde présidentielle. Le corps du président ayant été transporté d'urgence à l'hôpital militaire. Selon Ontou, la sentinelle du jour, le président aurait été abattu par le commandant Motondo. Ceci ne semble pas juste puisque Motondo a conduit une manœuvre militaire sur la route du Nord et n'est rentré que quelques instants avant la fusillade. Je l'ai mis sous protection dans le bureau du commandant Kouma. Par contre, le capitaine Mwanga Lazare vient de nous informer que la voiture abandonnée par le commando devant la résidence appartiendrait à l'ex-capitaine Kikadidi Barthélemy. Voilà les éléments en ma possession, monsieur le ministre. C'est bon, faites-moi arrêter tous les suspects. Demandez à Mwanga d'aller prendre Massamba Diba. Pas de brutalité surtout, ordonne Sassou. Florent poursuit-il en direction de Nchiba. Cette fois-ci, fait rentrer Tister et Gombe d'urgence. Ils sont en mission à Pointe-Noire et convoquent une réunion de l'état-major spécial révolutionnaire à mon bureau à 19h. Faites également chercher Yombi à Owando. La machine est lancée, Sassou s'installe plutôt que de faire agir la police. L'armée se substitue à elle pour opérer les arrestations. À 16h30, des militaires à bord d'une Jeep conduite par Mwanga Lazare arrivent chez Massamba Diba. Ils le trouvent avec ses adeptes. Jusqu'ici, le groupe ne comprend pas ce qui s'est passé. Même si, grâce au compte rendu de Kanza et Kiangila, ils savent que Ngwabi est mort et que Mienyaku
et Koudissa y ont sans doute laissé leur vie. Du sort de Kikatidi, ils ne savent rien. Alors, ils prient pour prévenir le pire. C'est dans cet état d'esprit que les trouve l'équipe des militaires. Massamba Deba, informé par Misélé, qui assure son protocole et qui ne se sont nullement concernés par ce qui vient d'arriver, refuse de les suivre. Sa femme l'en dissuade et finalement, il se résigne à partir. Il met une tenue correcte, fait sa prière et se laisse embarquer. On le verra ainsi pour la dernière fois. Dans le même temps, une autre interpellation tourne mal et s'achève par le meurtre de l'ex-capitaine Kimwalankaya. D'après le lieutenant Garcia, Guy Pierre, officier en service à l'état-major, mandaté pour accomplir cette mission, l'intéressé aurait opposé une résistance et tenté de lui ravir son arme. Les deux protagonistes se seraient alors retrouvés au sol avant que des éléments de l'équipe ne volent au secours de Garcia, tirant à bout portant sur Kimwalankaya. Kimwalankaya est sorti calme, fait remarquer Garcia. Je me suis présenté et il m'a répondu « Mais je venais d'être interrogé ». Je me suis retourné pour voir les gens qui grouillaient derrière. Il m'a envoyé un coup au niveau de la tempe et je saignais. Lui a pris le pem que je tenais par le canon et moi, comme j'ai fait le close de combat, je l'ai tourné et l'ai renversé. L'arme était entre nous deux, lui en bas, moi en haut. Et le jeune combattant qui m'accompagnait est venu tirer à bout portant au niveau du ventre et le capitaine est mort sur le champ. Je n'ai même pas blâmé le jeune combattant parce que j'ai trouvé normal qu'il soit intervenu pour m'aider. Pourtant, Garcia, qui n'a aucun remords, tente là de tronquer la vérité en impliquant Wando. Ce jeune combattant, exécuté pour l'assassinat du cardinal et qui ne peut donc plus contester les allégations de Garcia, qui a en réalité abattu froidement sa victime. Madame Nkaya Mompassi, qui a assisté à la scène, témoigne. Je suis l'épouse du neveu de Kimwalankaya. Je vivais chez ce dernier parce que mon mari était en Roumanie. Ce jour du 18 mars 1977, le capitaine est revenu de l'école. Moi, j'étais dehors avec les jumelles. Le capitaine Kimwala était dans son bureau, il travaillait. Quelque temps après, une jeep est arrivée. Monsieur Garcia et deux autres militaires sont descendus. Il a demandé où se trouvait le capitaine et je lui ai dit qu'il était sorti. Le militaire qui l'accompagnait a dit de ne pas insister et qu'il fallait qu'il reparte. Monsieur Garcia a dit « Cette femme nous embrouille, encercler la maison. » Lui-même, le capitaine, ayant entendu les voix, est sorti. Monsieur Garcia a dit « Mon capitaine, je suis venu vous chercher. » Et lui de dire « Moi, je ne me reproche rien, je ne viens pas. » Et Garcia de le tirer. Et comme il était sur un plan un peu surélevé, il est tombé, mais en s'accrochant à Garcia, et ils se sont disputés l'arme et nous avons entendu un coup de feu brusquement. Je n'ai pas vu une troisième personne venir tirer sur lui. C'est bien Garcia qui a tiré. Et lorsqu'il est mort, un des militaires qui était avec lui a refusé de soulever le corps. Garcia et un autre militaire ont soulevé le corps et l'ont emmené. L'autre militaire
n'avait pas soulevé le corps parce qu'il ne comprenait qu'il soit venu pour arrêter quelqu'un et qu'on le tue. Quelle a été la réaction des autres militaires lorsqu'ils ont entendu le coup de feu? Les autres militaires, quand ils ont entendu le coup de feu, ils se sont dispersés et enfouis. Après, nous nous sommes débrouillés pour avoir le corps. Avez-vous vu qu'Imwala donnait un coup de poing à Garcia? Imwala n'avait jamais donné un coup à Garcia. Et d'ailleurs, s'il avait voulu fuir, il serait sorti par la porte arrière. Personne ne l'aurait vu. Il a seulement dit qu'on venait de l'interroger. Une photo de la victime qui prouve que les balles l'avaient touché à la tête et non au ventre achève de confondre Garcia, qui reconnaît bien avoir aperçu une femme à la droite de Kimwala Nkaya, qu'il avait sans doute abattu pour se venger de la mort de Komol, que ce dernier avait descendu par confusion un soir de 1965. Après tout, pourquoi ne pas profiter de cette mission d'État pour se faire justice? Mais Garcia n'a jamais été entendu et est demeuré impuni, ne cessant au contraire de monter en grade. Le moins que l'on puisse dire au sujet de la mort du capitaine Kimwala Nkaya, dont le nom n'a jamais été mêlé à l'affaire Ngouabi, et qu'aucune déclaration, ne serait-ce qu'à titre de compassion, n'a été faite par le nouveau pouvoir, de telle sorte que l'on pourrait tout juste lire dans cette attitude le timbre « Bon débarras ». Kimwala Nkaya n'avait plus d'amis dans la nomenclatura. De plus, c'était l'heure des règlements de compte. Près de 50 arrestations sont donc opérées ce soir du 18 mars sur la base des étiquettes, les interpellés étant gardés à vue, soit dans les secrétariats du ministère de la Défense, soit dans la salle d'attente. Vers 19h, l'état-major spécial révolutionnaire, qui fait office de bureau politique du parti unique, donc d'instance suprême de l'État dans ce régime présidentialiste, se réunit pour apprécier la situation. Chose curieuse, la réunion qui regroupe les permanents du parti, le Premier ministre chef du gouvernement, le chargé de l'éducation, se déroule dans le bureau du ministre de la Défense et de la Sécurité, qui n'est en réalité que la quatrième personnalité du régime et qui s'est assuré la protection d'une garde cubaine, ce qui ne manque pas de créer une atmosphère d'état de siège qui pèse sur cette réunion. Et très vite, ce qui était prévu arrive. Après avoir fait un compte rendu à ses collègues, absents de la sphère militaire sur la situation qui s'était créée, il prend la direction des débats et propose la mise en place, sous la responsabilité de la commission permanente à l'armée qu'il préside, d'un comité militaire en vue de gérer les affaires courantes et de prendre la situation en main. Ce qui ne manque pas de susciter une réaction vive du chargé de l'éducation, Jean-Pierre Ngombe, qui ne comprend pas que l'on ne fasse pas jouer les dispositions constitutionnelles et demande carrément à Sassou s'il ne s'agissait pas d'un coup d'État. Non, ce n'est pas cela, répond Sassou. La question est de savoir comment maintenir le calme dans le pays. Marien est mort, l'on ne sait pas quelle sera la réaction des Kouyou. Kimwala Nkaya vient de mourir aussi, que diront les Bembé? Une équipe provisoire de militaires serait plus apte à assurer l'ordre, à mon point de vue. Dans ce cas, rétorque Ngombe,
il faut que cette équipe soit constituée des membres du parti qui continueront à nous rendre des comptes. On l'appellera par exemple comité militaire du parti, en abrégé CMP. Devant la réticence des autres membres qui ne savent pas ce qui s'est réellement passé, mais qui émettent un doute sur le fond de cette proposition et craignent une déviation militariste du régime, Sassou menace de décliner toute responsabilité, alléguant le risque éventuel d'une guerre civile et peut ainsi arracher son vœu. Sans doute qu'appréciant les rapports de force au sein de l'armée, largement en faveur des hommes du Nord, Tister Tikaya et Lucien Ngoma finissent par comprendre qu'il vaut mieux éviter l'affrontement. Tandis que pour Ngombe Jean-Pierre, même s'il est regrettable que le parti soit subordonné à une équipe militaire, l'essentiel est qu'il ait réussi à obliger que tous ces militaires soient des membres du parti et peut-être aussi que l'hégémonie du Nord soit conservée. Bien entendu, pour Sassou, le premier tour est gagné. Il a la caution légale de l'état-major spécial révolutionnaire sans laquelle son action aurait été considérée comme un putsch. Reste cependant à la faire entériner par le comité central du parti. Dans la même nuit, les membres de cette instance présents à Brazzaville sont réunis à l'hôtel de ville. Le schéma directeur est le même. Bref compte rendu en instance sur la nécessité de la prévention d'une guerre tribale et proposition cette fois par l'état-major spécial révolutionnaire de la mise en place sous l'autorité de la commission permanente à l'armée d'un comité militaire du parti. Le tour est joué. De toutes les façons, dans cette bureaucratie de type stalinien, fonctionnant sous le modèle autoritaire et acritique du centralisme démocratique, sauf cas de flagrant délit, les décisions de la hiérarchie supérieure ont toujours force de loi et Sassou l'avait très bien compris. Vers 23h, cet homme qui a extraordinairement bien subtilisé les clés du pouvoir décide de former son équipe en compagnie de quelques amis. Chiba, Onga et Yomi, qu'un avion spécial est allé prendre à Owando, où il avait passé la journée à faire des va-et-vient entre son domicile, le bureau de poste et la zone militaire, à l'affût d'un message très important en provenance de Brazzaville. La composition de l'équipe de 11 membres qui le retiennent témoigne bien de l'affirmation de leur volonté hégémonique au pouvoir. 5 membres pour la cuvette, Sassou, Yomi, Onga et Baka au Congo. 1 membre pour la Likwala, Katali. 1 membre pour la Sanga, Mbia. 2 membres pour les plateaux, Ngolo et Nchiba. 1 membre pour la Bwenza, Mbima. Et 1 membre pour le Kwilu, Ngoma. Toute notion de géopolitique ou même de prise en compte des diversités régionales et ethniques est délibérément ignorée à la faveur d'une logique d'exclusion. C'est ainsi, par exemple, que la présence des ressortissants du Poul, qui est, comme nous l'avons déjà dit plus loin, une des régions stratégiques du pays en raison de son influence démographique et de sa position géographique, n'est même pas envisagée. Avant même que l'enquête ne soit menée et que les responsabilités ne soient établies, ces hommes du Nord ruminent déjà la répression qu'ils abattront sur les fils de cette région. Pas question non plus de retenir certaines figures, même si elles en présentent des atouts.
Aussi, Onga s'oppose-t-il catégoriquement à la rétention de Célestin Ngomafutu, cet ancien de la Géménère qui a échappé à la purge du 22 février 1972 grâce à un stage en Chine, mais qui est pourtant encore membre du comité central du parti. À sa place, et pour le compte de sa régent, qui venait de perdre Kimwala Kaya dans la journée, l'on retiendra un membre du parti, Pascal Mbima. En tout cas, en chiffres, le rapport ethnocentriste Nord-Sud est de 9 contre 2 en faveur, bien sûr, du Nord, la région de la cuvette du président, 45%, et son ethnie, 36%. Samedi 19 mars 1977, tôt le matin, Florent Tsiba, qui deviendra le porte-parole de cette instance, annonce officiellement ce qui n'était qu'une rumeur la veille, la mort de Ngouabi. Plus tard, ça sera la culpabilité de Kikadidi, de son maître débat et la mise en place des institutions de la mort. Comme le reconnaît Yomi, cette junte, que l'on pourrait qualifier à juste titre d'une bande d'assassins, décidait collégialement de tout jusqu'au rapport entre ses membres. Une véritable organisation meurtrière dont la mission première est de brouiller toutes les pistes pouvant mener à l'éclosion de la vérité est mise sur pied. Une commission d'enquête très parcellaire est chargée non pas de la recherche de la vérité, mais de la fabrication de fausses preuves, d'aveux tronqués et de toute autre pièce à conviction imaginaire. Tout ceci doit être transmis à une cour martiale fictive ayant prononcé, selon une procédure complètement illégale, la peine capitale à l'encontre de 5 personnes. Massamba Deba est présenté comme cerveau du complot. Il aurait agi par l'intermédiaire de Kikadidi en fuite et avec la complicité de Onchu, Eluo, Ngomo et Bazonza, éléments de la garde présidentielle. À ce stade de l'enquête, l'on n'associe pas encore l'ensemble des adeptes de Massamba Deba à la conjuration. Et, fait très important dans ce pays où, à part le mouvement du 22 février 1972, toutes les tentatives de prise de pouvoir par les armes se sont appuyées d'abord sur la solidarité ethnique, le lien entre les Lari et Congo du groupe de Massamba Deba et les jeunes Téké de la garde présidentielle n'a jamais été établi. Autrement dit, comment et par qui Massamba Deba ou Kikadidi se serait-il assuré la complicité de Onchou et autres? Voilà une question restée sans réponse. Si Sassou est incontestablement le maître d'œuvre de cette mascarade judiciaire, il faut cependant relever pour la suite des événements qu'il est épaulé dans cette basse besogne par un noyau dur couillou, structuré autour de Yomi et composé par Onga Pierre, au Congo Nicolas, Isambo Rubens, Ongouya Félix, Ibarra Denis, Aboya Pierre, Sanga Beka, etc., qui se chargent de créer un climat de pré-guerre civile. Le 20 mars, les structures du parti des 3 arrondissements de la capitale, à forte concentration nordiste, sont sommées de rédiger des motions exigeant la mise à mort des responsables de l'assassinat d'Ngouabi. 2 jours plus tard, le cardinal Émile Biaïna est assassiné. En effet, sous l'initiative de ce groupe choc, le cardinal Émile Biaïna
dont la présence à l'état-major le 18 mars 1977 a été à dessein largement médiatisée, reçoit dans la matinée du 22 mars un coup de fil du comité militaire du parti, l'invitant à apporter son témoignage sur les événements en cours. Si je peux vous être utile de quelque manière que ce soit, sachez que je suis à votre entière disposition, Monsieur le Président, avait répondu innocemment l'ecclésiastique qui pensait avoir pour interlocuteur le responsable numéro 1 de l'institution. Bien sûr que nous aurons besoin de vous, monsieur l'évêque. Votre sang assouvira la soif du peuple Kouyou, avait dû rétorquer à voix basse l'intéressé. Puis, reprenant le dialogue, il dit au prélat, nous vous ferons chercher vers 15 heures et merci pour votre disponibilité, monseigneur. C'est ainsi que dans l'après-midi, sur ordre de sergent au salé, un jeune Kouyou avec un véhicule de marque Land Rover, ayant à son bord 3 militaires, se rend à l'archevêché et enlève le prélat. Le convoi se dirige vers l'état-major général. Mamoy André, un des bourreaux, raconte. L'après-midi, pendant que je me préparais à aller chez moi manger, j'ai vu une Land Rover blanche stationnée devant l'état-major, alors que c'était interdit. Après, j'ai vu un militaire sortir avec un bidon. Il y avait un policier avec un béret rouge. Pendant que je partais, Ossalé m'a interpellé et m'a demandé d'accompagner le policier avec le béret rouge. Pour une petite mission, j'ai hésité. Mais il a insisté. Nous sommes partis et curieusement, nous sommes arrivés à l'archevêché. J'ai entendu quelqu'un du haut de l'étage dire « Il n'est pas là ». Moi, je ne savais qui c'était. Nous sommes repartis. Arrivé vers la statuette de Monseigneur Ouguar, on a vu l'abbé Badjila qui nous dit « Il est là, je l'ai laissé là ». Lorsque nous sommes repartis, nous avons vu un homme vêtu d'un chapeau rouge et d'une robe blanche qui a fait remarquer que nous étions en retard. Le cardinal est rentré dans notre Land Rover, j'étais au volant. On arrive à l'état-major, le parent me demande de m'arrêter. Monsieur l'abbé qui nous suivait et moi avons fait marche arrière parce que nous étions trop près de la barrière. Le para est sorti, est allé dans l'enceinte de l'état-major et est sorti avec un appareil RPP-8 à l'aide duquel il conversait avec quelqu'un. Après, il a dit, c'est dommage, ils sont tous un pilat et tout le CMP est en train de siéger. Après, nous sommes allés en villa et nous nous sommes arrêtés vers la main-d'œuvre. Wando et le policier sont sortis, sont allés chez Yomi. Moi, je suis resté avec le cardinal. Quelque temps après, ils reviennent à 4 avec en plus Koumou, le neveu de Marien, et Yoka, un civil. Je leur ai demandé ce qui se passait. Ils m'ont dit que Massamba Deba avait trahi le cardinal et que lui était chargé de mener l'enquête. J'ai tout de suite décidé de les abandonner. Yoka a insisté pour que je vienne voir au moins là où on devrait interroger le cardinal. J'ai refusé de conduire et je me suis mis derrière. Après, nous sommes allés sur la route du Nord. Arrivés au niveau de Massengo Prosper, nous avons vu un barrage qui nous a laissé passer parce que j'étais du régiment blindé
et mes copains de même corps m'avaient reconnu. On a dépassé Djiri un peu plus loin, on a atteint un petit village et nous sommes allés vers la droite. Arrivé en pleine nature, le véhicule s'est arrêté. Tout le monde est descendu. Kondi et Koumou se sont retirés pour se concerter. Après, ils sont revenus vers nous. Ils se sont mis à interroger les cardinals en ces termes. Débat t'a trahi. Il a dit que tu es complice de la mort de Maria. Le cardinal de répondre, est-ce que si nous allons voir Débat, il peut prouver que je suis complice? J'ai entendu Wando dire à Kondi, Kamdiago, c'est-à-dire, fais-moi l'affaire. Après, j'ai entendu un crépitement de mitraillette et le cardinal est tombé en criant « Seigneur !» Koumou et Kondi avaient tiré. Ils ont décidé de laisser le corps et l'abandonner là-bas, ou le jeter dans la Djiri. Je leur ai dit qu'il fallait mieux l'amener à l'état-major. Ils ont finalement décidé de l'enterrer à Itatolo en passant. Ils sont tous montés devant et je suis resté seul derrière avec le corps du cardinal. Au retour, il faisait déjà nuit. Arrivé au niveau de Massengo, sur le chemin de retour, nous avons vu des projecteurs. Et j'ai entendu quelqu'un dire « Mamoy, viens ici !» J'ai refusé, car je ne savais rien de ce qui s'était passé et nous sommes passés. Tout le monde était déjà informé de la disparition du cardinal. Arrivé chez Yombi, Koumou et les autres sont partis se réfugier. Moi, on m'a amené à l'état-major. Le lieutenant Tsangabeka va me dire qu'on va prendre l'oncle du président Marien, qu'on l'habillera en tenue militaire et que j'accompagnerai avec Koumou pour accepter le forfait en disant que j'avais été chauffeur. Ceci fut fait. Quand je suis arrivé devant le commandant Sassou, il m'a dit « Comment des civils tuent quelqu'un et puis tu regardes ?» Je lui ai répondu « Ce n'est pas ma faute. » Il m'a dit « Tu peux disposer. » Or, les ordres étaient donnés pour qu'on m'exécute. Gardé à l'état-major, j'ai vu des gens venir me demander de les accompagner, déterrer et ramener le corps. J'ai accepté. Mais un ami est venu me signaler qu'on allait m'exécuter. J'ai donc refusé de partir. Ils m'ont encore emmené chez le ministre de la Défense. Ce dernier fâché, il m'a dit « Je vais te rentrer, maman !» J'ai dit « Mais, mon commandant, l'assassin est là, le petit Koumou. » C'est là où il va dire aux militaires « Allez avec ce petit et ramenez-le-moi vivant. » Tsongabeka est venu dire que les chefs ont dit qu'il ne faut pas accuser ceux qui étaient avec vous. Savez-vous d'où venait le véhicule qui les avait envoyés? Je ne savais pas d'où venait la Land Rover. Ce sont les hauts-salés qui savent, puisqu'ils avaient pris un rendez-vous. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas qui a envoyé les hauts-salés. Je sais seulement que c'est Isambo qui s'occupait des véhicules au niveau du ministère de la Défense. Mais, où les aviez-vous finalement croisés? À l'état-major. Ils étaient partis le matin chez Ibarat Denis pour boire et se droguer. Le docteur Koukambemba, qui a constaté la mort
après que le corps ait été déterré, ainsi que les parents de la victime ont été catégoriques. Ni le corps, ni l'aube du cardinal ne comportent de traces de balles et en dehors d'une égratignure à la cheville, il n'y avait rien d'apparent qui aurait pu justifier la mort. En réalité, après la Djiri, sur la route du Nord, la Land Rover s'était engagée dans une voie peu fréquentée, choisie au hasard, et aurait parcouru 500 mètres avant de s'arrêter. Allez, descends, ordonne sèchement Wando au prélat avant d'ajouter en direction de Koumou, prends les cordes et attache-lui les mains. Mais qu'est-ce qui se passe? S'inquiète le cardinal que Koumou ait conduit ligote, les mains au dos. Non, enterrons-le au passage au cimetière des Tatolo, suggère Mamoy qui a participé activement au crime. Après une petite discussion, on tombe d'accord. Le corps est jeté sans ménagement dans la Land Rover, puis enseveli négligemment dans une fosse de fortune au cimetière des Tatolo. Il est 19h. Mamoy, Wando, Koumou, Kondi et Yoka sont en liesse. Le sang de Marien vient d'être vengé. Il ne leur reste plus qu'à se disperser et à savourer chacun dans son coin leur victoire. Pendant ce temps, dans la capitale, le CMP et les services de sécurité ont été saisis par l'abbé Badila, vicaire général de l'archevêché, qui a suivi la Land Rover par acquis de conscience, mais a dû marquer un arrêt devant les nombreux barrages installés dans la ville et en a perdu la trace. Le cardinal Gaïna aurait reçu un message dans la matinée et été enlevé dans l'après-midi par un groupe de jeunes militaires pour être entendu par le CMP. Une véritable battue est organisée par les services de sécurité de Sassou et très vite, le milieu de Yomi qui a orchestré le crime est indexé. Un coupable est fabriqué, un homme d'un âge avancé d'ethnie Kouyou avoue être l'auteur du forfait. Devant le CMP, qui est en grande partie bouleversé par cet acte qui risquera d'ébranler toute la communauté chrétienne et de conduire à une guerre civile, Sassou, qui préside l'institution, n'a pas cette fois-ci été associé à la conjuration. Il mesure la gravité de la situation et pousse les investigations plus loin. Lorsqu'il s'est agi de l'assassinat du cardinal, explique Yombi, quelqu'un est venu se présenter comme étant l'assassin. Nous avons pensé que ce type-là prenait cette responsabilité sur son dos par dépassement. Nous avons décidé d'approfondir les enquêtes et l'abbé Badila nous a aidés à découvrir les véritables assassins. Les gens ont dit que le cardinal venait chez moi, mais ce n'est pas juste parce que je n'étais pas chez moi. Je sais cependant que ce sont des jeunes Kouyou qui ont fait le coup à mon insu. C'est ce qui mettra le CMP sur la piste des véritables assassins. L'abbé Badila déclare à ce propos. S'agissant de la mort du cardinal, votre commission n'a même pas pu établir clairement à la conférence que c'est Yomi le responsable. Et pourtant, maman il vous l'a dit. Ils nous ont présenté un vieil oncle de Ngwabi comme l'assassin. J'ai plutôt demandé immédiatement que l'on me retrouve dans la nuit tous les métiers de l'armée, car l'abbé Badila avait précisé que dans le groupe de ravisseurs, il y avait un métier.
Et lorsqu'ils ont été tous regroupés, nous avons retrouvé au salé et remonté la filière pour entendre tout le groupe. Ce que le président Sassou, qui n'a pas manqué à cette occasion de se féliciter d'être une épine dans la gorge de Kouyou, n'a pas sans doute voulu avouer, c'est que les véritables responsables de ce crime, ces chefs dont parle Tsangabeka à Mamoy, ont été épargnés par le CMP. Une entreprise aussi importante qui aurait pu conduire à une guerre civile ne pouvait être engagée que sur ordre de Yombi, le chef du clan Kouyou. Les deux exécutions qui ont été prononcées en toute hâte par la cour martiale n'avaient pour but que d'apaiser les Lari, Bakongo, du Poul et l'ensemble de la communauté chrétienne qui venait de perdre un grand homme. Koumou était déclaré mineur, mais on ne comprendra jamais pourquoi Mamoy et Yoka ont été épargnés alors qu'ils étaient bien complices du meurtre. Une fois encore, la logique de l'élimination des témoins gênants pouvant rattacher directement au commanditaire du forfait que seul Kondi et Wando, qui n'avaient certes pas le droit d'initiative, mais connaissaient très bien Apprimé. De même, il ne faut pas se leurrer sur l'impact de l'assassinat du cardinal au sein du comité militaire du parti qui reste unitaire. Essi Eyabo, le président de la commission d'enquête mise en place le lendemain de la mort de Ngwabi, affirme n'avoir rendu compte à Sassou de l'évolution de son enquête. C'est plutôt Onga Pierre qui s'occupe de l'exécution prématurée des 5 condamnés de la cour martiale. Or, Kikadidi a été reçu par le camarade Sassou avant, tout juste avant d'aller monter l'opération de conduire le commando qui a conduit à l'assassinat du président Marien Ngouabi. Lorsque nous avons su là où se trouvait Kikadidi, la mission était de faire en sorte que l'on trouve Kikadidi vivant pour qu'il nous rende compte de son entretien avec le camarade Sassou. Voilà que dans la nuit, en sa qualité de ministre de la Défense, le président Sassou forme un groupe pour qu'au lieu de prendre le Kikadidi vivant, on l'exécute. Ouf! Tradition oblige, en cette période où 2 années vont se chevaucher, 2022 et 2023, je crois que je me refuse d'en faire des tonnes, tant ma tristesse est immense au regard de la situation chaotique que vit au quotidien la majorité du peuple congolais sous le règne de Sassou Denis et son clan de voleurs pathologiques. Le plus simplement du monde serait que je dise ceci en cet instant. Meilleurs vœux à tous et à toutes. Essayez d'être forts dans vos familles respectives. Pensons à notre beau pays, le Congo. Sachons nous donner la main. Sachons être corrects avec nos semblables. Prêchons l'amour, la paix. Vive le Congo. Bonne et heureuse année
2023 au peuple congolais civilisé.